Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce Midi de l'Archipel. Un Midi de l'Archipel qui va vous emmener jusqu'en 2050 pour voyager en ces temps de pluie et essayer d'imaginer un petit peu le futur des mobilités. J'insiste, de toutes les mobilités, et on est ravis d'accueillir aujourd'hui toutes nombreuses entités du groupe qui vont parler chacun d'énergie, de mobilité routière, de mobilité aérienne, mobilité quotidienne ou mobilité un peu plus exceptionnelle, longue distance. Cet événement s'inscrit dans le cadre de travaux qu'on a menés à Léonard, que vous connaissez, autour de la mobilité en 2050. Et nous avons publié un rapport au mois de septembre, fin septembre, sur l'avenir en mouvement, comment décarboner les mobilités d'ici 2050. L'idée n'est pas de vous fournir une liste de solutions et de bonnes actions à appliquer tous les jours pour y arriver, évidemment. C'est beaucoup plus difficile que ça. Ce qu'on a fait, c'est d'identifier toutes les tendances de thèmes assez vastes, donc évidemment les sujets d'énergie, les sujets d'économie, combien coûte une voiture électrique, combien il faut investir dans le ferroviaire ou dans l'aviation pour se préparer à 2050, des sujets d'aménagement du territoire, où allez-vous habiter, où vos enfants vont habiter, est-ce qu'ils ont une maison individuelle, où ils peuvent recharger leur voiture, est-ce qu'ils habitent en centre-ville, où ils peuvent prendre tous les transports en commun du monde et donc le sujet du déplacement n'est plus un problème. Et puis d'autres sujets plus ou moins gais, comme la géopolitique, les tensions autour de l'énergie en Europe, et d'autres encore plus niches peut-être, mais qui sont très importants, les sujets de matériaux, les sujets de vieillissement de la population, les sujets de travail, comment on s'organise, est-ce qu'on se déplace plus parce qu'on télétravaille, est-ce qu'on a plus de loisirs, etc. Et donc c'est tous ces sujets qu'on a voulu rassembler dans ce rapport qui vous donnent un peu la cartographie des tendances, les tendances qui aujourd'hui sont très importantes et qu'il faut évidemment prendre en compte aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, et puis les quelques tendances qui n'apparaissent pas encore, mais qui vont être très importantes pour les prochaines années. Et donc il faut évidemment se préparer pour être certain de ne pas rater le coche et qu'aussi bien notre quotidien que nos entreprises, que nos collectivités, que nos gouvernements soient prêts et s'engagent dans les bonnes routes, dans les bons chemins, dans les bons budgets, dans les bons plans et dans les bonnes technologies. Mais ça, je laisserai mes intervenants bien l'expliquer. Donc je suis ravi aujourd'hui d'accueillir à la fois Vinci Autoroute, Vinci Immobilier, Vinci Énergie, Vinci Construction et Vinci Airport Concession. Vous parlerez un petit peu, Geoffrey, au nom des deux, pour vous montrer que ce sujet de préparation à 2050 n'est pas uniquement un sujet d'experts pour les spécialistes des transports qui parlent aux experts des transports. Évidemment, il y a ce prisme-là, mais c'est aussi un sujet de métier pour le groupe, et ça touche, vous le voyez, et on pourrait, je pense, encore allonger la table ronde, de nombreuses entités du groupe, de nombreux métiers. Certains se préparent déjà à 2030, à 2035, d'autres se préparent plutôt à 2050 en fonction de la maturité des industries et des innovations. Et donc, on voudrait vous proposer aujourd'hui un petit tour de table, un petit tour d'horizon sur ces sujets-là, et que vous puissiez avoir, vous, quand vous sortez de cet événement, la conviction qu'il faut se préparer évidemment à 2050, et surtout que ça nous concerne tous, et évidemment que vous êtes déjà prêts et que c'est un sujet que vous avez déjà creusé. Je vous propose de faire un petit voyage d'abord par l'infrastructure avec Lionel Grain de Vinci Construction. Ensuite, on aura discuté du rôle des véhicules et de la fameuse électrification dont on entend parler, véhicules de passagers et poids lourds, avec Louis Dupasquier de Vinci Autoroute. Valentine Salomon nous parlera du rôle de l'hydrogène et du potentiel de l'hydrogène, poids lourd, industrie, grosse mobilité juste après. Diego Harari ensuite nous parlera du rôle du logement et de la question de la forme urbaine et des mobilités. Vous savez bien que les deux, logement et mobilité, sont très liés. Évidemment, il ne faut pas l'oublier. Et puis enfin, on ira aussi sur des sujets d'empreinte d'infrastructures et le grand sujet de la décarbonation de l'aviation et des mobilités aériennes, qui sont peut-être un peu moins quotidiennes, mais évidemment tout aussi importantes, avec Geoffrey ici. Donc je vous propose d'abord, Lionel, de commencer à prendre la parole et garder quelques questions pour la fin. On fera en sorte d'avoir aussi un moment d'échange avec vous. Voilà, merci à tous. Et puis Geoffrey, Lionel, pardon, je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lionel Grain, je suis en charge de l'innovation chez Vinci Construction sur les métiers de la route et les métiers des réseaux. Et c'est avec plaisir que j'interviens aujourd'hui pour vous parler de décarbonation dans les métiers de la route et pour vous dire précisément où nous en sommes. Donc la bonne nouvelle ce matin, c'est que le sujet est déjà lancé dans nos métiers évidemment, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer pendant les quelques minutes. Donc quand je dis que qui me sont attribués évidemment. Donc, le sujet est bien lancé aussi bien dans notre manière de travailler, donc dans notre manière de construire la route, mais aussi dans les offres que nous proposons à nos clients pour les accompagner. Tout d'abord, revenons un peu sur notre trajectoire environnementale. Donc, ce sont nos objectifs 2030 au niveau de Vinci Construction. Donc, vous voyez, nous avons 3 axes: agir pour le climat, optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire et préserver les milieux naturels.
Je fais juste un focus sur le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire agir pour le climat. Vous voyez qu'on a des objectifs qui sont clairs, qui sont quantifiés, aussi bien sur nos émissions directes de CO2, avec un abaissement visé de 40% à l'horizon 2030, ainsi que sur nos émissions indirectes, avec un abaissement visé de 20% à l'horizon 2030. Comment on définit les sujets de la décarbonation de nos métiers? Moi, j'y vois deux leviers importants. Un premier levier qui est décarboner la construction de la route proprement dite. Donc, c'est vraiment notre manière de travailler au quotidien sur nos chantiers. Donc, je vais revenir dessus par quelques exemples, quelques illustrations. Et le deuxième levier important, c'est évidemment l'ambition que l'on peut avoir d'être un acteur, faire de la route un acteur de la décarbonation, c'est-à-dire tout ce qui va être offre, solution que l'on propose à nos clients pour les accompagner. Donc si je reviens sur le premier levier, donc décarboner l'objet, la route proprement dite, et notamment dans sa construction. Donc tout d'abord, ça se traduit par les matériaux que l'on va mettre en œuvre, que l'on va utiliser au quotidien sur nos chantiers. Donc vous avez à l'écran quelques illustrations un petit peu emblématiques. Donc premier point que je voulais évoquer, c'est OGO. Donc OGO, c'est une solution qu'on a lancée en 2023, qui est une innovation, on peut même dire une transformation dans le milieu du granulat. Donc de quoi s'agit-il? Il va s'agir d'introduire systématiquement une part de ressources secondaires dans nos matériaux naturels. Donc on formule un matériau qui techniquement est équivalent à un matériau naturel. Et on va ainsi utiliser des ressources secondaires qui peuvent être des ressources issues de la déconstruction, de l'excavation de chantier ou de l'industrie. Et on souhaite que cette nouvelle forme de granulat soit vraiment la norme demain dans nos métiers. Deuxième sujet que je voulais évoquer, qui est un sujet qui n'est pas récent, mais vous avez une illustration un peu emblématique à l'écran, c'est la route 100% recyclée qui a été réalisée en 2018 sur la 10 au nord de Bordeaux. Et au-delà de cette vitrine qu'est ce chantier, ça nous a surtout permis de progresser au quotidien dans l'introduction de matériaux recyclés, donc d'agrégats d'enrobés dans nos enrobés. Et donc nos taux d'introduction progressent tous les jours. Troisième sujet évidemment important, c'est Exegi. Donc vous connaissez tous Exegi. Exegi, le béton bas carbone. Et aujourd'hui, on travaille à la déclinaison de cet Exegi pour les métiers de la route. Alors pourquoi on y travaille? Parce qu'on a regardé récemment évidemment nos chiffres. On a un travail de reporting là-dessus. Et on est quand même un consommateur majeur de béton. On utilise plus de 700 000 m3 de BPE par an sur le périmètre Route France. Et on utilise également des éléments préfabriqués et aussi on malaxe un certain nombre de produits à base de liens hydrauliques. Donc c'est également un sujet important pour nous. Ce n'est pas indiqué sur la slide, mais on utilise également de l'acier recyclé à travers les équipements en fonte que l'on met en œuvre sur nos chantiers. Dans la décarbonation de la construction de la route, je voulais également revenir sur nos moyens d'action, sur nos outils de production, et en particulier sur nos usines de production d'enrobés, que l'on a la plupart du temps en propre ou en participation avec d'autres entreprises. Vous voyez à l'écran une illustration d'usines nouvelle génération. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des usines dans lesquelles on a fait un certain nombre de progrès, d'avancées, en termes de couverture de stock de nos granulats, de nos sables, de différents constituants pour réduire les teneurs en eau. On a travaillé également sur les énergies, notamment on utilise du gaz pour alimenter ces usines. Introduction d'agrégats d'enrobés, j'en parlais, mais également on travaille sur l'abaissement des températures. Autre élément, je pense, c'est illustratif, on tend vers des chantiers 100% électriques. Donc là, vous avez une illustration d'un des premiers chantiers 100% électriques réalisés à côté de Toulouse, à Blagnac, où tout le matériel était électrique. Donc la pelle chargeuse, le camion 6x4, également des découpeuses électriques, mais aussi des packs électriques pour alimenter les différents petits appareils matériels qui sont sur le chantier. La base vie était même autonome avec une alimentation par panneau photovoltaïque. Et au final, ça nous a permis d'abaisser les émissions de CO2 de 93% sur ce chantier. Donc, vous voyez un certain nombre d'éléments intéressants qui vont dans le sens évidemment de la décarbonation. Sur les chantiers qui ne sont pas 100% électriques, on fait également appel à des biocarburants pour les engins et les poids lourds. Donc ça, c'était le premier levier autour de la décarbonation de la construction de la route. Deuxième levier important, c'est notre ambition d'être un acteur de la décarbonation. Donc je vais effleurer un peu le sujet que va sûrement reprendre Louis sur la mobilité décarbonée. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années maintenant avec Vinci Autoroute. Donc c'est tout ce qu'on appelle Electric Road System.
Donc pour faire simple, l'électrolyte système, ça permet à des véhicules, en particulier des poids lourds, de se recharger tout en roulant. Et pour le dire différemment, le vecteur énergie est transféré, si on peut dire, du véhicule vers l'infrastructure. Donc l'infrastructure joue un nouveau rôle dans cette électrification de la mobilité. Alors c'est un chantier qui est vraiment d'actualité, puisque nous sommes tout juste en train de commencer un chantier sur l'autoroute A10 encore, mais là on est plutôt sur le tronc commun au sud de Paris, où dans le cadre d'un appel à projet PIA 4, donc financé par la BPI, on va tester une solution de recharge par induction électromagnétique et par conduction dans quelques mois. Enfin, pour compléter nos offres, je voulais parler des offres que l'on a pour s'adapter au changement climatique, avec ces deux sujets. Donc le sujet Power Road, qui je pense est aujourd'hui un sujet connu, donc c'est notre route à énergie positive qui permet à une section de chaussée ou à un parking de collecter l'énergie solaire, donc sous forme de chaleur. Cette chaleur est stockée dans un champ de sonde géothermique verticale et la chaleur est restituée pour chauffer des bâtiments, chauffer une piscine ou déneiger une section de chaussée lorsqu'on en a besoin. Dernier point que j'évoque ce matin, c'est le sujet Revilo. Donc c'est notre offre pour rafraîchir la ville et pour lutter contre l'imperméabilisation des sols en s'appuyant sur des briques comme le végétal, le sol, le revêtement et l'eau. Donc voilà, en quelques minutes, j'ai brossé ce tableau de ce que l'on fait en termes de décarbonation. On voit que le sujet est bien lancé, qu'on essaie de se projeter en 2050. Alors on n'est pas encore en 2050 et il y a forcément des progrès à faire. Nous, pour l'instant, on a un objectif à 2030, comme vous avez pu le voir. Voilà pour ces premiers éléments. Merci beaucoup Lionel. Et ce qui est parfait, c'est que vous avez effleuré le sujet ERS que Louis peut faire les yeux fermés. Je voudrais, pour faire la transition, peut-être Louis, si vous pouviez revenir un tout petit peu sur les quelques chiffres de l'impact de la mobilité routière, puisque c'est un prisme assez autoroute, bien sûr, le rôle de l'électrification, ce qu'on en attend, et puis évidemment le sujet ERS qui, à 2050, aura un gros impact. Non? Si? Ah, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Louis Dupasquier, je suis le directeur des mobilités décarbonées de Vinci Autoroute. Et je suis aussi le directeur général de Voltix, qui est une filiale qui va déployer des stations de recharge pour poids lourds électriques. Et donc Alphonse, quand tu m'as demandé de venir parler de mobilité 2050, alors moi je l'ai feuilleté le rapport, hein, et je me suis dit c'est quand même très difficile de se dire qu'est-ce qui va changer d'ici 2050. C'est quand même assez difficile, on est sur une échéance très éloignée. Autant en 2030, Lionel, tu l'as bien dit, on a des plans, on a des objectifs, etc. Là, c'est beaucoup plus simple. Mais 2050, je ne sais pas trop ce qui va changer. Du coup, je me suis dit, pour préparer, je vais plutôt réfléchir à ce qui ne va pas changer d'ici 2050. Et du coup, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, la principale chose qui ne va pas changer pour la mobilité en France, c'est qu'à chaque fois qu'on déplacera une personne ou une marchandise en 2050, bah, ce sera toujours par la route. Enfin, pas toujours, mais on va dire, on va passer la part modale de 90% aujourd'hui à peut-être 80, peut-être 75% si vraiment on est très sobre, qu'on se fait que marcher, que faire du vélo et qu'on fait beaucoup de frais de ferroviaire. Mais en 2050, ce qui est certain, c'est que c'est un consensus pour dire que tous les déplacements de personnes et de marchandises en France, elles continueront à passer par la route. Et donc la conclusion de ça, c'est évident, c'est que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra que les véhicules soient décarbonés. Bon, ça va un peu de soi, mais c'est quand même pas mal de le rappeler. On peut aussi se rappeler du coup que le secteur des transports, c'est un peu le mauvais élève de la transition énergétique en France, puisque c'est le seul secteur dont les émissions n'ont pas diminué depuis les années 90. On commence doucement une lente déclin, mais en gros, on a des véhicules plus performants, mais qui sont toujours thermiques et ils roulent de plus en plus, et il y en a de plus en plus. Donc les émissions du secteur des transports, elles continuent à augmenter. Et donc évidemment, il y a pas mal de technologies possibles pour décarboner ces véhicules. Pour le véhicule électrique, il n'y a plus trop de débat. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu, mais globalement, c'est l'électrique qui est la bonne solution pour les véhicules légers, pardon. Et donc ça, c'est une solution qui est déjà en train de s'imposer et qui va s'imposer massivement dans les années à venir. Et du coup, en 2050, pour les voitures, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, moi je me suis dit, c'est quoi l'aire de service de demain en 2050? C'est des questions qu'on s'est posées chez Vinci Autoroute. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, quand on arrive avec une voiture électrique sur une aire, on va plutôt chercher les places qui sont équipées de bornes, alors que la majorité des places ne sont pas équipées de bornes. En 2050, ce sera l'inverse. Donc on peut s'imaginer qu'en fait, l'utilisateur de véhicules électriques d'aujourd'hui, c'est l'utilisateur de thermique de 2050. C'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment que des places équipées de bornes sur les aires. Donc il faudra faire 10 fois le tour de l'air pour trouver les seules places qui restent
sans borne dessus quand on a encore un véhicule thermique. Voilà, je me suis dit que cette image était intéressante, mais elle montre aussi le potentiel de transformation de notre infrastructure où on va devoir déployer des stations ultra rapides sur nos aires de service pour accueillir les voitures électriques. Ensuite, il y a la question des poids lourds. Alors là, il y a plus de débats, on va dire, sur les technologies entre les biocarburants, le biogaz, l'hydrogène et l'électrique. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Union européenne a choisi ces véhicules électriques. Les constructeurs de poids lourds aussi, ils ont choisi ces poids lourds électriques avec des batteries. Et du coup, ce qui est très intéressant pour 2050, c'est de justement se dire que l'avenir, 2050 est déjà là, parce que Lionel en a parlé, mais on a un projet chez Vinci Autoroute avec Vinci Construction et d'autres partenaires de déployer de déployer un système de recharge dynamique sur l'autoroute A10, comme Lionel en a parlé. Et en fait, ça c'est assez intéressant parce que c'est vraiment l'avenir est déjà aujourd'hui. En fait, c'est une expérimentation. Ça va être 1,5 km, mais si tout va bien, au printemps à peu près, vous pourrez prendre une voiture électrique ou un camion électrique et rouler en se rechargeant. Ce qui, quand même, c'est un peu magique quoi, dans l'idée. Et donc, si on fait la fusion de ces deux sujets-là, moi, je me suis dit, en 2050, le jour où je veux faire un Paris-Bordeaux, alors je monterai dans une voiture autonome, probablement qui aura peut-être même plus de volant. Ma voiture aura fait une petite optimisation en fonction de tous les trajets qui sont prévus ce jour de grand départ, pour qu'il n'y ait pas trop de bouchons, que la circulation soit optimisée entre tous les véhicules entre eux, que l'infrastructure communique avec ce véhicule connecté et autonome. Et en fait, il sera électrique évidemment. Il aura une batterie toute petite puisqu'il n'aura pas besoin d'autonomie puisque toute l'autoroute A10 sera équipée par Vinci Construction et par Vinci de systèmes de recharge dynamique. Et je ferai un voyage assez différent de celui que je fais aujourd'hui en n'ayant quasiment pas émis de CO2. Voilà, c'était ça ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme c'est quoi notre vision de la mobilité en 2050 et du rôle de l'autoroute là-dedans. Peut-être une question sur les poids lourds à nouveau. Tu disais l'Europe a à peu près choisi, le cap est clair. En France, on commence à faire les premiers roulages de RS l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire que ta marchandise qui fait Amsterdam-Barcelone, elle pourra être sur un camion ERS compatible tout le trajet? Est-ce que l'ambiance européenne, tout le monde est d'accord sur ce sujet-là et tout s'installe comme prévu? Ou c'est plus difficile que ça? Alors oui, peut-être que je le précise, quand je dis l'Europe a choisi, alors elle n'a pas choisi le RS. L'Union européenne, en Union européenne, on a fait le choix via les normes européennes qui s'appliquent aux constructeurs de poids lourds, ils sont obligés de vendre des camions, des poids lourds, zéro émission à l'échappement, donc c'est électrique ou hydrogène. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que d'ici 2030, ce sera essentiellement de l'électrique pour répondre à ces normes. Mais ce que tu soulèves, Alphonse, c'est effectivement le fait qu'ils n'ont pas choisi le RS pour l'instant. Pourquoi? Parce que, évidemment, imaginez qu'il y ait 27 pays européens qui se soient mis d'accord en quelques mois pour installer sur toutes les autoroutes ou tous les grands axes, soit du rail, soit du caténaire, soit de l'induction. Ça, c'est pas fait. Ça fait partie des grands défis de la recharge dynamique. Je pense qu'on est, au moins Lionel et moi, mais on n'est pas les seuls, on est convaincus que c'est une solution extrêmement intéressante pour l'avenir. Mais parmi ces défis, c'est un des défis de gouvernance. C'est comment on fait pour que tout le monde choisisse et qu'on sorte d'un prisme où les Allemands vont défendre la caténaire de Siemens, les Français vont défendre le rail d'Alstom et les Suédois ou je ne sais qui vont défendre une autre technologie et d'arriver à installer des solutions compatibles. Ça fera partie des défis, effectivement, si on veut que le RS connaissent un jour un grand essor. Après, il y a aussi une question de temporalité. On parle de solutions qui seront déployables. Enfin, nous, c'est l'objectif de notre projet, que cette solution soit déployable technologiquement sur les grands axes à la fin de notre projet, donc dans 1 an ou 2, on va dire, après retour d'expérience. Mais rien que la décision de faire un premier tronçon de quelques centaines de kilomètres, par exemple, sur un gros axe autoroutier français, et de le construire, c'est une solution qui n'émergera pas avant 2030, voire 2040. Il faut être aussi assez clair sur les questions de temporalité. Et donc avant ça, les poids lourds, ils vont surtout, pour ceux qui seront électriques, avoir besoin de stations de recharge publiques pour se recharger pendant les pauses réglementaires des chauffeurs. Et alors pour les poids lourds qui ne seront pas électriques, Valentine, on a discuté de l'hydrogène et de la pertinence ou non d'ailleurs de cette énergie. On sait qu'elle est souvent décriée, en tout cas dans les médias, sur le véhicule quotidien de transport de passagers. On sait que c'est encore cher, encore difficile de se recharger. Il y a l'industrie qui mise beaucoup sur l'hydrogène et donc on voit déjà apparaître une petite concurrence un peu d'usage et d'énergie. Est-ce que le poids lourd hydrogène, est-ce qu'on y croit chez Vinci Énergie avec Temium? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit pour 2050 ou est-ce qu'on se focus sur quelque chose d'autre?
Alors déjà, je vous propose de remettre un peu la situation de l'hydrogène, parce qu'on en entend quand même beaucoup parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages et inconvénients? Donc pour commencer, donc l'hydrogène, c'est rarement présent sous sa forme de molécules individuelles. Donc on le retrouve principalement associé dans l'eau ou dans des composés carbone, mais c'est quand même un élément qui est abondant, donc qui constitue 75% de la masse de l'univers. L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, mais c'est un vecteur énergétique, comme l'électricité. Donc il faut le produire, donc, ou à base d'énergie fossile ou renouvelable, mais c'est quand même un excellent outil de décarbonation. L'empreinte carbone de l'hydrogène donc dépend de sa méthode de production. Et aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est d'origine fossile, mais en utilisant des méthodes durables, l'hydrogène peut émettre peu ou pas du tout de carbone. Et lors de son utilisation, le seul coproduit, c'est de l'eau. Et enfin, donc sa densité énergétique volumétrique, elle est faible, mais sa densité énergétique gravimétrique, elle est élevée. Cela veut dire que l'hydrogène offre plus d'énergie par unité de masse, et donc c'est intéressant pour des applications où le poids est une contrainte. Mais donc aujourd'hui, l'hydrogène pour la mobilité, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Donc là, le graphique que vous avez devant vous, il y en a certains, je pense qu'ils l'ont déjà vu, mais en fait, ça permet de montrer quel est le choix ou la solution de décarbonation la plus adaptée à différents modes de transport. Donc il y a deux facteurs principaux, on va dire la distance de trajet et aussi le poids du mode de transport. Ce qu'on peut retrouver en premier, c'est donc les voitures et la mobilité urbaine, ça prête très bien à tout ce qui est électrification. Et après, en ce qui concerne la mobilité lourde, donc plus vers les camions, les trains et autres, l'hydrogène devient une option qui peut être intéressante. Intéressante pourquoi? Donc son autonomie qui est élevée, sa rapidité de recharge et aussi sa densité énergétique qui est élevée. Donc aujourd'hui, l'hydrogène a aussi été testé dans des vélos. Donc si on pense à des petites utilisations, ça ne paraît pas très logique, mais aujourd'hui, tout a quand même été testé. Par contre, quand on part donc sur des plus vers le côté vert foncé, donc là vers l'aviation et le maritime, et pour tout ce qui est donc petits navires ou des vols court courrier, l'hydrogène est intéressant. Mais quand on se dirige vers des plus gros navires ou des plus gros avions, sa densité énergétique, donc volumétrique, qui est faible, pose des grosses contraintes en tant qu'espace de stockage. Donc par conséquent, ces secteurs-là, ils se dirigent plus vers l'hydrogène liquide ou des carburants alternatifs. Et donc aujourd'hui, l'hydrogène dans la mobilité lourde, ça ressemble à quoi ? Donc aujourd'hui, nos camions à hydrogène, il y en a 12 000 qui sont sur le qui circulent déjà dans le monde, principalement en Chine. Donc aujourd'hui aussi, on retrouve des grands constructeurs tels que Hyundai et Daimler qui se positionnent massivement sur ces technologies. Dans le ferroviaire, donc cette année, il y a eu à peu près 140 commandes ou livraisons de trains hydrogène, avec Alstom et l'Europe qui sont à l'avant de ce marché-là. Le secteur aérien constitue une quinzaine de démonstrateurs hydrogène pur et plus de 200 projets liés au SAF, les Sustainable Aviation Fuels, et des acteurs majeurs tels que Airbus, ZeroAvia et H2Fly sont à la pointe de ces développements. Les petits navires comme les ferries ou les remorqueurs, les dragues, etc. sont les premiers à adopter l'hydrogène et aujourd'hui il y a de nombreux prototypes, principalement en Norvège, au Japon et en France, notamment avec le soutien d'entreprises du réseau telles que Actemium Marine, mais le focus est quand même sur les carburants alternatifs tels que l'ammoniac, le méthanol, le méthane et autres. Et comme on l'a dit, on ne sait pas trop à quoi va ressembler le 2050, quels sont un peu tous les différents carburants alternatifs, etc. Mais si l'hydrogène pourrait avoir sa place, moi je propose de vous montrer un peu des chiffres de qu'est-ce que ça pourrait ressembler et est-ce que ce serait faisable. Ah, je suis partie là. Les chiffres ont été remplacés par Diego Harari. C'est pas le bon chiffre. Il manque... Bon, bah, je vais vous les proposer à l'oral, à la place. Donc, si demain, donc, l'hydrogène fait partie du mix énergétique de la mobilité lourde, donc selon le scénario net zéro de l'EIA, donc le International Energy Agency, le transport routier pourrait nécessiter jusqu'à 25 000 tonnes d'hydrogène par an,
Donc cela signifie 15% de la consommation énergétique du secteur. Le train hydrogène pourrait représenter 4% de la demande énergétique totale du secteur, donc ce qui est équivalent à 2 millions de tonnes d'hydrogène par an. Dans l'aviation, l'hydrogène, donc crucial pour la production de SAF principalement, même s'il y aura quelques utilisations d'hydrogène direct dans les moteurs aviation. Et ce secteur, donc aviation, pourrait atteindre les 78 millions de tonnes d'hydrogène par an. Et le secteur maritime, qui compte également donc, sur l'hydrogène pour la production de carburants alternatifs, sa demande, à lui, pourrait atteindre jusqu'à 30 millions de tonnes par an, donc 62% de la consommation énergétique du secteur. Au total, ces 4 secteurs, donc le transport routier, le ferroviaire, l'aviation et le maritime, pourraient consommer 135 millions de tonnes d'hydrogène par an. Aujourd'hui, tous les secteurs confondus, l'industrie, la mobilité, etc., on est à moins de 100 millions de tonnes par an. Et ces 3 secteurs de mobilité, on n'est même pas à 1 million de tonnes par an. Donc on est très 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 loin d'atteindre les objectifs nécessaires, les objectifs requis pour le scénario net zéro de l'EIA. Voilà pour le côté mobilité lourd. Après, on a eu une petite discussion un peu aussi sur le côté le véhicule particulier pour l'hydrogène. Est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est pas une option? Donc, bien que l'hydrogène ce soit quand même un outil de décarbonation prometteur, son adoption dans les véhicules particuliers, ça reste quand même assez limité. Donc fin 2023, on avait on va dire 60 000 véhicules à hydrogène qui ont été vendus dans le monde, donc principalement en Corée du Sud. Et un point qui est intéressant, c'est que là, donc, vous voyez derrière vous, les véhicules lourds, c'est 99% en Chine. Par contre, sur le véhicule particulier, la Chine a qu'1% du marché. Donc la Chine se positionne très fortement sur une mobilité, mais pas sur tout. Donc pourquoi est-ce que le véhicule particulier aujourd'hui a un peu du mal à percer ou à trouver sa place côté hydrogène? Premièrement, le coût. Donc l'achat d'un véhicule hydrogène, que ce soit la Toyota Mirai ou la Hyundai Nexo, aujourd'hui son prix est à peu près à 70 000 € juste pour l'achat du véhicule. Après, bien sûr, il y a le coût de l'hydrogène à la pompe, aujourd'hui entre 10 ou 20 € le kilo. Par contre, intéressant quand même, c'est que le coût au kilomètre est déjà compétitif avec certaines voitures à essence. Deuxièmement, donc le manque d'infrastructures. Donc les stations hydrogène aujourd'hui sont encore très très limitées, à peu près 1500 stations dans le monde, ce qui n'est pas du tout assez pour tout le nombre de véhicules qu'on aurait potentiellement besoin, mais ça devrait gravement augmenter grâce aux réglementations. Et pour troisième point, l'efficacité énergétique de la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc du puits à la roue, est de 30%. Et que si on compare avec le véhicule électrique à batterie, on atteint presque les 80% aujourd'hui, donc c'est pas trop une question. Et pour finir, l'acceptabilité sociale. L'hydrogène suscite encore de nombreuses inquiétudes auprès de une partie de la population, notamment en raison de sécurité, mais aussi pour l'environnement. Merci Valentine. Je propose de rester sur le sujet du véhicule individuel un petit peu avant de quitter la mobilité routière ou véhicule poids lourd et de passer à l'aviation, avec un sujet qui est au cœur de ce rapport et qui en fait à chaque fois est en toile de fond des débats sur la mobilité, quasiment même sur les mobilités aériennes. C'est la forme des villes, la façon dont on habite et la façon dont on se déplace au quotidien, travail, loisirs ou autres. Et cette question qui a sûrement parcouru vos travaux, de l'étalement urbain, de l'habitat individuel ou de l'habitat collectif, et évidemment du développement d'infrastructures associées, que ce soit des réseaux de transport en commun pour accompagner les voyageurs aux aéroports, aux infrastructures ferroviaires, aux centres de loisirs ou aux zones d'emploi, ou des infrastructures d'énergie, que ce soit les réseaux de recharge pour véhicules électriques, et tout ce qui en fait est l'immobile de la mobilité qui se développe en même temps que nous, on développe nos villes et on change nos pratiques d'habiter. Et en discutant avec Diego, évidemment, tu es au cœur de ces réflexions-là, et tu as vu tout de suite un gros sujet de développer du logement individuel ou collectif et de brancher des véhicules électriques et d'accompagner de façon parallèle les réflexions sur la nouvelle façon d'habiter et les réflexions sur la nouvelle façon de se déplacer. Bonjour à tous. Effectivement, on ne peut pas penser mobilité sans penser ce qui structure l'offre et la demande, qui est finalement la question de l'aménagement du territoire. On a développé depuis la Seconde Guerre mondiale
une forme urbaine très liée sur l'extension et la maison individuelle, et donc la mobilité individuelle, la route, etc. La difficulté, c'est que ça, c'est très consommatoire de foncier, que le foncier est une ressource limitée, qui a des fonctions naturelles qui sont très importantes, le stockage du carbone, le cycle de l'eau, etc., et qu'on a un rythme de consommation qui n'est pas soutenable. Donc, tout ça se retrouve ensuite dans la loi climat-résilience, qui a donné l'objectif ZAN 2050, donc ça tombe bien, on est sur les mêmes enjeux de timing, et qui est un peu une révolution dans l'histoire de la fabrique de la ville, puisque finalement, ça nous change d'ère d'urbanisme. On va progressivement diminuer puis arrêter cette extension de mitage pavillonnaire pour aller vers des formes plus denses, soit de densification de la ville déjà existante, soit d'extension, mais d'extension très efficace, très sobre en foncier, dans des modèles plus de ZAC, comme on l'a déjà historiquement dans un certain nombre de métropoles, Toulouse ou Montpellier. Alors, un certain nombre de réflexions autour de ça, qui évidemment, on le voit bien, hein, densification, ça veut dire moins de voitures individuelles, c'est-à-dire plus de possibilités de transport en commun. Maintenant, est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est la fin de la maison individuelle et tous les débats politiques qu'on peut entendre? Donc, pour ceux qui se projettent en 2050 et qui se demandent si on va pouvoir vivre en maison individuelle, d'abord, c'est la majeure partie de notre stock aujourd'hui de logements, la maison individuelle. Elle ne va pas disparaître parce qu'on va arrêter d'en fabriquer. Voilà. Elle prendra juste une part un peu moins importante dans le stock au fur et à mesure que le flux va produire plutôt du collectif ou même d'ailleurs encore de la maison, mais de la maison plus sobre, de la maison plus urbaine, de la maison moins avec des très très grands jardins de 1000 mètres carrés qui effectivement sont trop consommateurs. Donc il s'agit plutôt de densifier, de faire du recyclage urbain, d'utiliser les fonciers qui sont déjà artificialisés pour continuer à construire la ville. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vit une époque de transformation très intense des actifs immobiliers. Le Covid a généré le télétravail. Le télétravail s'est couplé avec le flex office. Ça a diminué finalement le besoin en mètres carrés de bureaux et on a une vacance des immeubles tertiaires qui croît de façon rapide en ce moment. On a d'autres changements, on pourrait parler du e-commerce et tout ce que ça donne sur les très grandes zones commerciales, etc. Et donc tout ça, finalement, sont des fonciers en cours d'obsolescence, disponibles pour être redéveloppés et amener du logement dans des zones où on en a besoin, ce sont des zones tendues, qui sont des zones moins dépendantes du transport individuel. Donc ça, on va avoir ce couple-là. Alors, c'est une politique d'offre, quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas que les gens vont moins vouloir des maisons individuelles, c'est qu'on va leur proposer un stock qui est différent. Le rêve de la maison individuelle, il est toujours là, toutes les études le montrent. Et quelque part, la crise du Covid et l'augmentation du télétravail augmentent presque ce phénomène-là. On a une hybridation maison secondaire, résidence principale qui rend encore plus attractif le fait d'avoir finalement 2 logements, ce qui ne va pas tout à fait dans le sens du ZAN. Donc on a une dialectique tendue qu'on retrouve tous les jours dans les débats politiques. Je pense que qu'on s'intéresse à la ville ou pas, on entend un peu parler du ZAN dans tous les débats à l'Assemblée et au Sénat. Cela étant, la loi elle est là, je pense qu'on ne va pas revenir sur cette logique-là. Et encore une fois, le stock est suffisamment là pour proposer des maisons individuelles. Donc on connaît un peu le sens de l'histoire. Une fois qu'on voit un peu ce changement d'aménagement, pour répondre à ta question d'entrée, il y a la question de est-ce qu'on donne des infrastructures de recharge dans les logements, et notamment nous, en tant que promoteurs dans les logements neufs. Et là, on s'aperçoit que notre secteur est peut-être plus en retard que le vôtre, finalement, sur ces questions-là, parce que ça devrait paraître une évidence, et en fait, ça ne l'est pas du tout, et la réglementation est un frein important, donc c'est vraiment une logique sectorielle. On a des obligations de mesures conservatoires, mais ils sont très faibles, et on est au contraire complètement bloqué par des problématiques de sécurité incendie essentiellement. Il y a d'autres problématiques, mais celles-ci sont très bloquantes, qui font que c'est très difficile de créer des infrastructures de recharge dans les bâtiments neufs de logement, et qu'à l'inverse, les logements existants ne sont pas soumis aux mêmes réglementations, et donc c'est beaucoup plus facile. Donc on a une tendance, poussée systémiquement par la réglementation, à livrer sans infra de recharge. Alors chez Vinci Immobilier, on a bien fait le tour de la question, on essaie de trouver le moindre mal ou le meilleur bricolage pour quand même aider à l'évolution future de nos bâtiments. Et donc on installe une colonne Enedis, comme on l'a en vertical dans les immeubles, mais en horizontal dans les parkings,
ce qui va permettre aux gens derrière très facilement de prendre un nouveau compteur, de se connecter en évitant les problèmes de refacturation de charges, en évitant peut-être dans l'avenir les problématiques de puissance, puisque ça aussi c'est un vrai sujet, mais Enedis aurait la capacité un peu de les gérer. Et donc voilà, on essaye d'avoir cette solution d'évolutivité. Et donc, on continue encore de prévoir des logements avec des places de parking et la place de la voiture dans le logement est absolument pas supprimée encore. Alors, elle n'est pas supprimée, elle est inscrite dans les PLU et donc s'inscrit dans une logique locale. Ces logiques sont très politiques, elles dépendent de la vision de l'élu local. La loi nous permet, en accord avec le politique, donc c'est quand même, ça dépend des fois, de déroger un peu en fonction de distance au transport en commun ou de choses qu'on peut mettre de mobilité partagée, mais on retrouve encore beaucoup, et parfois même de façon un peu absurde, on construit des résidences seniors avec des nombres de parking énormes. Pareil sur le vélo d'ailleurs, dans une résidence senior, on parle de bagnole, mais c'est la même absurdité sur le vélo. Donc on sent que tout ça, ce sont des choses qui changent très rapidement et qui vont changer très vite, mais où il y a encore un retard à l'alignement des planètes et notamment dans la réglementation. Il y a encore du boulot pour 2050 et pour voir les vraies maisons où vous pourrez vous connecter et prendre un véhicule électrique partagé. Ça, on en parlait un petit peu, nous, auprès d'experts, quand on a travaillé le rapport. La question du partage de véhicules, partage d'une place de parking, partage d'un bus, partage d'un bureau, etc., paraît très facile à mettre en place et beaucoup plus difficile dans la réalité. Est-ce qu'on est prêt vraiment à tout partager, ne serait-ce d'avoir un point de recharge pour quelques places de parking, par exemple? C'est encore un sujet qui est très difficile. Avant de pouvoir vous laisser le temps de poser des questions, je voudrais qu'on prenne le temps de discuter évidemment d'autres mobilités, la mobilité aéroportuaire et l'aviation, avec deux prismes peut-être. Quand on a discuté, on a évidemment discuté de l'empreinte de l'aéroport et du rôle de l'infrastructure et de la maîtrise de son foncier et tout ce qu'on peut en faire. Et puis aussi un petit panorama d'où est l'aviation aujourd'hui et ce qu'elle peut imaginer évoluer. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'autant les sujets de route, de RS, on voit vraiment que c'est dans les prochains mois et on parlait de roulage au printemps, autant Geoffrey, vous m'aviez dit que 2050 pour l'aviation, c'était vraiment une date pertinente et qu'avant, c'était beaucoup trop tôt. Et donc, on voit que pour certains, 2050, c'est encore très loin. Pour d'autres, c'est très pratique de viser 2050 et c'est presque, c'est-à-dire, le seul horizon crédible. Tout à fait, Alphonse. Bonjour à toutes et à tous. Geoffrey Maille, donc je suis le directeur environnement développement durable de Vinci Concessions, en charge de la stratégie environnementale du pôle. Et en effet, quand on parle de décarbonation de l'aviation et quand on parle d'échéance moyen terme comme 2030, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et 2050 est clairement une meilleure deadline lorsqu'on souhaite parler de décarbonation du secteur aérien. Néanmoins, comme ça a été rappelé pour Vinci Construction et pour mes homologues des autres pôles et divisions, on ne reste pas là sans rien faire et on agit dès maintenant pour décarboner ce qu'on peut décarboner au niveau de nos infrastructures et même au niveau de l'aérien. Dès qu'on peut, on met en place des mesures dès maintenant. Vous le verrez, elles ont un poids assez limité sur les émissions de l'aviation en général, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, on a déjà réduit nos émissions directes de nos aéroports de 50%, 7 ans avant l'objectif initial qui était 2030. Et on travaille, au-delà de ces émissions directes, à décarboner aussi la chaîne de valeur et notamment les émissions liées aux aéronefs, donc aux avions qui transitent par nos plateformes aéroportuaires. Sur cette slide, vous voyez les différents leviers d'action qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant. Je pense par exemple à l'électrification des postes avions. Tous nos postes avions sont équipés ou vont être équipés à très court terme d'électricité décarbonée pour fournir cette électricité aux aéronefs qui sont en stationnement sur nos aéroports, ce qui permet de limiter les émissions aux postes. On travaille aussi à optimiser les temps de roulage des avions au niveau de la phase de roulage, donc tout ce qu'on appelle taxiing. Et puis, on a été un des premiers groupes à mettre en place une modulation de la redevance d'atterrissage, donc la partie que paye la compagnie aérienne pour utiliser nos infrastructures. Cette charge environnementale est modulée aujourd'hui en fonction des émissions CO2 des aéronefs pour inciter dès maintenant les compagnies aériennes à utiliser des flottes d'avions plus vertueuses. Et ça incite également à l'usage des carburants d'aviation durable, donc les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, puisqu'ils sont pris en compte dans le calcul que l'on met en place. Donc tout ça, ce sont des actions qu'on déploie dès maintenant sur nos aéroports pour accompagner la transition environnementale et la décarbonation
du secteur de l'aérien. Et le secteur de l'aérien, ça a été un des premiers secteurs à se doter d'une trajectoire de décarbonation. Dès 2020, au niveau mondial, l'OACI, donc l'Organisation de l'aviation civile internationale, a commencé à se définir une trajectoire de décarbonation pour 2050. Et ça a été fait aussi au niveau européen et plus récemment au niveau français, dans le cadre de l'application de l'article 301 de la loi Climat et Résilience. Le secteur de l'aérien était le premier secteur à se définir une trajectoire de décarbonation pour répondre à l'obligation de l'article 301 qui impose, comme vous le savez, à tous les grands émetteurs de se doter d'une trajectoire de décarbonation à échéance 2050. Et c'est justement ce que vous voyez à l'écran, c'est la trajectoire, un des scénarios de la trajectoire de décarbonation de l'aviation française. Différents leviers sont visibles. Le premier, c'est, comme je le disais, le renouvellement des flottes. Ce que l'on sait, par exemple, c'est qu'avec les nouvelles flottes d'avions qui vont arriver d'ici à 2030, on va pouvoir gagner jusqu'à 14% de réduction de consommation de kérosène par passager kilomètre. Donc il y a un levier d'efficacité, un levier de nouvelles technologies. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a des technologies hybrides et électriques pour les vols très courts courriers régionaux qui vont arriver, mais plutôt post-2030, comme on le voit sur le graphique. On a parlé d'hydrogène avec l'hydrogène liquide et les fameux avions d'Airbus et leur plan d'avion zéro émission. Mais ça arrivera plutôt 2035, voire 2040. Donc on voit qu'on est déjà sur du post-2030. Et donc voilà, les grosses technologies de rupture, elles arriveront vraiment après 2030. La seule technologie qui est disponible aujourd'hui, tout de suite maintenant, puisqu'il s'agit d'une technologie qu'on appelle drop-in, qu'on peut utiliser directement dans les avions sans modification, c'est l'usage des carburants d'aviation durable ou les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, que l'on produit dès maintenant en France, via Total Energy sur le site de la MED. Là, on a déjà de la production de SAF issue d'utilisation d'huile de cuisson usagée. Et on voit que les SAF vont représenter la part prépondérante de la décarbonation de l'aviation avec une réglementation au niveau européen qui s'appelle Refuel Aviation, qui va imposer des mandats d'incorporation d'usage de biocarburants d'aviation durable entre 2025 et 2050. En 2050, on prévoit d'utiliser 70% de Sustainable Aviation Fuel. Et quand on voit ces taux de mélange de SAF dans les carburants des avions, on se pose du coup la question de la disponibilité de la biomasse, qui va être l'enjeu vraiment significatif pour décarboner l'aviation, la priorisation et la sécurisation de la biomasse pour produire tous ces carburants d'aviation durable. Donc c'est intéressant la discussion qu'on a eue lors de ce panel, c'est qu'on voit bien que chaque secteur a ses propres stratégies de décarbonation. On voit que l'électrique est clairement la solution d'avenir pour la mobilité légère, voire même la mobilité lourde. L'hydrogène plutôt pour l'industrie et la mobilité lourde également. Et puis on le voit pour l'aviation, mais dans une moindre mesure. Et les biocarburants devraient, à mon sens, être fléchés. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort des travaux que je vous invite à consulter en ce moment sur les sites des ministères, donc la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie 3 et la SNBC 3, qui sont en cours de consultation. Ces documents clairement concluent sur un fléchage prioritaire de ces technologies comme les carburants d'aviation durable vers les secteurs difficiles à décarboner, et notamment les transports longue distance et donc l'aviation. Merci Geoffrey. Peut-être un mot sur l'empreinte spatiale d'un aéroport. On en avait discuté en préparant cette table ronde. C'est peut-être une des infrastructures de transport qui dispose le plus de foncier disponible. Bien sûr qu'il y a des questions de sécurité et d'espace disponible nécessaires à la circulation. On n'en fait pas ce qu'on veut. Mais forcément, en plus de décarboner les trajets et l'aviation, l'aéroport lui-même réfléchit à son impact et à son empreinte environnementale site après site, au-delà même de l'avancée plus long terme de l'aéronautique et de son industrie. Complètement. On le voit sur la slide précédente avec une image qui sera bientôt une réalité. Sur la gauche, c'est l'aéroport de Lyon.
On a la chance sur nos aéroports d'avoir des emprises foncières extrêmement importantes, avec, comme pour Vinci Autoroute, des zones qui sont aujourd'hui plutôt considérées comme des délaissées, ou en tout cas des zones déjà artificialisées que l'on peut tout à fait utiliser pour contribuer à la décarbonation des territoires. Ce que vous voyez à gauche, là, c'est un projet qui est en cours de construction sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, une ferme solaire qui va couvrir 14 hectares, pas loin de 20 mégawatts pic produits en ombrière photovoltaïque, avec 100% de la production qui sera injectée dans le réseau. Ce type de projet, c'est des choses que l'on mène de façon globale sur le réseau Vinci Airports. On a identifié environ 1 gigawatt pic de potentiel de capacité photovoltaïque que l'on pourrait installer sur nos concessions, avec une vocation, vu les tailles importantes de puissance, une vocation essentiellement en injection réseau. Donc c'est une forme de contribution de nos aéroports, au vu de leur surface, à la décarbonation des territoires. Et au-delà de ça, on regarde en ce moment aussi la capacité qu'ont nos aéroports, notamment avec les grandes surfaces de milieux naturels que l'on a. On a à peu près 70% de nos infrastructures qui sont des milieux naturels et plutôt très bien préservées sur nos plateformes. Et on regarde en ce moment comment ces grandes surfaces d'espaces naturels peuvent aussi être optimisées pour mieux stocker le carbone et contribuer aussi à un levier essentiel de la décarbonation qui est l'augmentation des puits carbone naturels. Les fameuses solutions fondées sur la nature dont Léonard et puis aussi évidemment Vinci Airports nous ont montré tous les bienfaits. Je voudrais peut-être vous donner l'occasion, si l'un de vous ou deux veut réagir à tout ce qui s'est dit. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a cette dualité 2035, 2030, 2050. On voit très bien que les industries sont plus ou moins prêtes pour une date ou l'autre. 2035, dans les transports, c'est très simple. Tout le monde s'écharpe autour de l'arrêt de vente de véhicules électriques et puis on a l'impression qu'il ne va plus rien se passer après. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut... Autant il faut travailler mobilité et logement, faire travailler ensemble, mais ne surtout pas oublier l'infrastructure. Et très souvent, on a des débats sur le véhicule électrique et puis on oublie qu'il faut un réseau de recharge. L'hydrogène, les débats les plus écharpés sont sur le prix d'un poids lourd ou la sécurité d'un poids lourd. Et on parle très peu du réseau de recharge de stations hydrogène qui vont mailler la France et puis peut-être un jour l'Europe. Et donc c'est intéressant que vous ayez pu aussi montrer le rôle de la route, le rôle de l'infra de l'aéroport, parce que ces trois-là, forme de ville, infrastructure et véhicules, évidemment, en fait, on ne va jamais décarboner les transports si on ne fait pas les trois à la fois. Est-ce que l'un de vous a une remarque ou est-ce qu'on prend déjà si quelqu'un ou vous avez plusieurs questions depuis la salle? Sinon, je vous laisse commenter. Est-ce que d'abord, il y a une question depuis la salle? Il nous reste 6-7 minutes, donc n'hésitez pas. Tout le monde sait à quoi va ressembler 2050 pour lui? Monsieur, oui. Bonjour. Par rapport à l'hydrogène, si effectivement les plans de développement se déroulent comme on veut et qu'on généralise l'utilisation de l'hydrogène pour les poids lourds, tout ça, ça va faire beaucoup d'hydrogène dans le monde et donc beaucoup de rejet d'eau, vapeur. Est-ce que c'est un impact et est-ce que cet impact-là ne va pas avoir des conséquences qu'on ne contrôle pas encore? Parce que plus d'humidité dans l'air, ça va vouloir dire... Je sais bien que l'eau est un gaz à effet de serre qui a une durée de vie très limitée par rapport au carbone. Malgré tout, ça veut dire plus de pluie. Et donc, est-ce que ces sujets-là sont abordés et quelles conséquences? Alors, c'est vrai qu'honnêtement, j'ai jamais trop vu le sujet abordé de cette manière-là. Le sujet de l'eau pour l'hydrogène est plutôt abordé vraiment en amont avec la production en fait. Parce que pour 1 kg d'hydrogène, il faut à peu près 10 kg d'eau. Et qu'en fait, l'hydrogène aussi, il faut de l'électricité renouvelable idéalement. Les endroits où on a de l'électricité renouvelable à un prix correct, souvent, il n'y a pas d'eau. Où il y a déjà des problèmes d'eau et du stress hydrique. Donc en fait, les gros problèmes, c'est plutôt vraiment en amont avec la production. Où est-ce qu'on peut aller produire de l'hydrogène où il y a de l'électricité et aussi de l'eau sans avoir encore plus de problèmes et intensifier le stress hydrique dans ces régions-là. Monsieur, oui, vous aviez une question devant, Lucas?
Oui, je voudrais que vous me partagiez aussi les perspectives d'évolution de production de batteries, puisque là, ce que vous nous avez partagé à Vision 2050 est très clair, surtout sur l'électrique, mais sur l'électrique, derrière, il y a besoin de panneaux solaires, il y a besoin de batteries électriques, donc de production de ces éléments-là. Comment se positionnent aujourd'hui les industries qui vont fournir cette substance? Louis, tu veux... Alors, je ne sais pas si j'arriverai à répondre parfaitement à la question, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des matériaux critiques pour la transition énergétique qui ont été bien identifiés, et l'électrification de tous les usages dans la mobilité, mais aussi dans les bâtiments, dans l'industrie, etc., c'est clairement un aspect stratégique. Et donc, il y a des matériaux comme le cuivre pour les réseaux, le lithium pour les batteries, le nickel, le cobalt. Voilà, il y a un certain nombre de matériaux qui sont tout à fait critiques. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué, hein. On dépend à 90% de la Chine pour toute la chaîne de production des batteries. C'est-à-dire que c'est non seulement les batteries sont produites en Chine, essentiellement, mais en plus le lithium est raffiné en Chine. Et alors je crois que l'extraction de lithium est peut-être un peu plus diversifiée, mais en tout cas la Chine capte en gros l'essentiel du lithium dans le monde. Il va en Chine, la Chine le raffine, la Chine en produit des batteries, elle l'exporte partout dans le monde. Donc en Europe, il y a un grand plan européen d'avoir des gigafactories en Europe. Donc ça permet au moins qu'il y ait une partie de la chaîne de valeur qui soit localisée en Europe et plus en dépendance totale à la Chine. Et je crois que les chiffres, c'est une trentaine de % de l'approvisionnement de batteries en 2030 qui est visé comme étant batterie produite en Europe. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Alors après, ça restera du lithium raffiné en Chine, et il y a un gros enjeu aussi sur ce sujet-là. Mais voilà, on va clairement pas sortir de la dépendance à la Chine sur les batteries, ça c'est très clair, même s'il y a quelques grands projets, notamment en France, hein, dans le nord de la France, de gigafactories. Donc voilà pour ce sujet-là. Après, en termes de... il y a un excellent rapport qui avait été fait par Léonard, j'en fais la pub du coup, qui avait été fait par Pierre Delègue notamment, sur le sujet de ces batteries et où sont les goulots d'étranglement dans la chaîne. Et alors de ce que j'ai compris, il y a largement assez de lithium dans le monde, mais le problème c'est les capacités extractives, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre des nouvelles mines de lithium, avec tous les impacts environnementaux que ça a évidemment. Donc c'est pas un problème de quantité. Alors je crois qu'il y a d'autres matériaux comme le nickel ou le cobalt qui sont plus sensibles en quantité de matériaux disponibles, mais ça tombe bien parce qu'il y a d'autres chimies de batterie qu'on sait utiliser dans lesquelles il n'y a pas de cobalt notamment, le lithium fer phosphate par exemple, qui est une autre chimie de batterie. Et donc j'avais retenu de ce rapport-là, mais il faudra le relire, que c'est surtout un sujet de chaîne industrielle, avoir les capacités d'extraction, puis avoir les capacités de raffinage, puis de production, pour répondre à la demande croissante de batteries. Voilà. Et alors un grand mystère, mais que je vais mettre en parallèle avec aucune conséquence, mais je vous le livre à la réflexion. Tout le monde parie sur le fait que le prix des batteries va continuer à baisser, malgré tout ce qu'on vient de se dire. Et force est de constater que c'est le cas, hein. Ça fait des années que les prix des batteries baissent et que a priori ça continue. Donc voilà, peut-être que les industriels sont de plus en plus performants, mais en tout cas on nous annonce aussi jusqu'à au moins 2030 le fait que les batteries le prix des batteries va continuer à baisser par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et on travaille aussi, notamment dans le nord de la France, un des points de compétitivité de ces gigafactories, c'est aussi le recyclage de batteries, et faire en sorte qu'on ne produise pas toujours des 100% d'une nouvelle batterie, mais qu'on en recycle 30, 40, 50%, et qu'après on complète avec des nouveaux matériaux, évidemment. Donc on réduira l'impact. Et enfin, la bonne performance d'un réseau de recharge bien maillé, pour poids lourds ou véhicules quotidiens normaux, peut aussi justifier une autonomie un peu moindre, et donc aussi une extraction un peu moindre, et donc des véhicules un peu plus sobres en matériaux, dès lors qu'on s'inquiète plus de faire un Paris-Marseille et qu'on peut recharger plus fréquemment. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui, madame. Et après, nous clôturons. Bonjour. Moi, c'était par rapport à l'autoroute et notamment les aires de service. Donc, on mentionnait le fait qu'il allait y avoir de plus en plus de véhicules électriques, donc avec de la recharge électrique, et donc un temps sur place plus long que ce qu'on connaît actuellement. Du coup, je me posais la question des pistes de réflexion pour notamment peut-être changer l'expérience utilisateur sur les aires de service, puisque qu'est-ce qu'on va faire pendant 30 minutes quand on recharge le véhicule? Et puis,
la capacité aussi de stationnement, puisque de ce que je comprends, on ne peut pas artificialiser les zones tant que ça maintenant. Je crois que c'est pour toi, Louis. J'ai l'impression que c'est pour moi. Et ben, je vais peut-être vous surprendre, mais chez Vinci Autoroute, on a beaucoup de nos aires qui sont équipés de caméras qui lisent les plaques d'immatriculation à l'entrée et à la sortie des aires. Alors, c'est pas pour faire de l'espionnage, c'est juste pour compter les véhicules. Et en fait, du coup, on a mesuré les temps passés sur une aire entre l'entrée et la sortie. Alors aujourd'hui, avec des véhicules thermiques. Et on l'a fait à toute période de l'année sur des centaines de milliers de véhicules. Et en fait, le temps d'arrêt moyen, c'est 30 minutes. Et donc du coup, ça c'est un truc qu'on a fait il y a 4 ou 5 ans. Et je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, ça a forgé notre conviction que la mobilité électrique légère était possible sur longue distance. Parce que fondamentalement, ça ne va pas changer de façon drastique la moyenne du temps d'arrêt. Si on avait trouvé 15 minutes, on aurait été vraiment mal, je pense, il y a 4 ans, parce qu'on se serait dit, faut doubler la taille de toutes les aires et il faut occuper les gens, il faut augmenter la taille des bâtiments, etc. Donc il y a quand même cette conviction-là. On a aussi fait la mesure sur les jours de grand départ. Et les jours de grand départ, les gens s'arrêtent même encore plus longtemps en moyenne que 30 minutes. Alors c'est plutôt entre 20 et 30 minutes, ça dépend un peu. Et puis c'est une moyenne, donc c'est évidemment très faux. Mais c'est quand même une première conviction qui se fait, on se dit, et quand on interroge les gens sur le temps qui passe, je pense que c'est votre cas, c'est la réflexion que vous faites, les gens ne perçoivent pas qu'il s'est passé 30 minutes. Parce qu'on a l'impression que ça va très vite, mais en fait on passe en moyenne entre 20 et 30 minutes sur une aire, donc c'est déjà le temps dont on a besoin pour se recharger. Donc le message principal en 2 secondes, c'est ça change rien au temps passé sur les aires. Voilà. Après en pratique ça pose plein d'autres enjeux, mais celui du temps passé n'est pas forcément le premier problème. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez un dernier mot? C'était bon? Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Je vous encourage à suivre... Suivez les évolutions de ces travaux de Léonard et de cet accompagnement des mobilités en 2050, puisqu'on se redonnera rendez-vous. Voilà, merci à tous.